Bonjour à tous, on est ici avec Damien Seguin. Tu t'embarques sur ton bateau, Groupe Apicil, un IMOCA sur lequel tu comptes bien disputer le Vendée Globe. Alors est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est Groupe Apicil? Groupe Apicil, c'est un groupe de protection sociale qui est basé à Lyon, le siège social est à Lyon. Et moi, c'est mon sponsor principal depuis maintenant 5 ans. On a fait une première campagne de Vendée Globe 2020 ensemble qui s'est super bien passée avec une belle 7e place à l'arrivée. Et donc on s'est embarqué sur une deuxième préparation de Vendée Globe. Et voilà, donc on a appris à se connaître au fur et à mesure. C'est un sponsor qui me convient bien parce que il est aussi porté sur l'humain, sur l'inclusion. Voilà, quand on parle protection sociale, on est souvent proche des gens, en tout cas au service des gens. Et on a un lien particulier vers que je disais, l'intégration, l'inclusion en tout cas. Moi je portais ça depuis longtemps au travers de mon handicap et au travers de mon association. Et eux c'était quelque chose qu'ils avaient aussi envie de déployer plus largement sur le territoire en termes de communication. Donc en fait nos objectifs se sont vraiment bien retrouvés. Et puis j'ai aussi affaire à des personnes qui sont super au sein du groupe, qui ont appris un petit peu ce que c'était la mer, les bateaux, parce que quand on est à Lyon, c'est forcément pas évident. Mais aujourd'hui, voilà, ils comprennent complètement les enjeux et ils sont à fond derrière moi. Et ça, c'est super de pouvoir avoir cette relation avec un partenaire, c'est top. Parce que comme tu le disais, la cause de l'inclusion, c'est quelque chose qui tient à cœur de par ton handicap et ton association. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette association ? Ouais, l'association des pieds et des mains que j'ai créée en 2005, donc ça fait déjà pas mal d'années. Le but pour moi, c'était de servir un peu de mon expérience et des difficultés que j'ai eues à l'époque de pouvoir faire de la course au large avec mon handicap. Alors moi ça me posait pas forcément de soucis, mais ça portait des soucis surtout aux organisateurs visiblement, parce que j'avais été refusé sur ma première course. Et donc je me suis dit c'est pas possible que je galère autant, et c'est pas possible que d'autres personnes derrière moi galèrent autant s'ils ont envie de faire un sport et qu'ils ont juste un handicap qui les empêche pas de faire du sport, mais qui les empêche de le faire avec les autres. Ouais. Donc voilà, donc cette association elle est née pour ça, et aujourd'hui elle continue de rayonner un petit peu sur toutes les côtes françaises. Le but c'est vraiment aussi d'offrir des stages de voile à des personnes en situation de handicap. Alors c'est plus uniquement le handicap physique, on a aussi les handicaps mentaux et des handicaps sociaux. Donc on offre à différentes personnes ou à des groupes de personnes des stages d'une semaine où ils vont découvrir ce que c'est que la voile sur des petits bateaux adaptés, mais toujours en mixité, c'est-à-dire toujours une personne en situation de handicap avec une personne valide. Comme ça on fait d'une pierre deux coups, je veux dire. Ouais. Et voilà, et ça marche super bien. Et à côté de ça, on aide aussi d'autres jeunes à participer à des compétitions, soit en e-sport, soit parmi les valides. Donc en fait, j'essaye de transmettre un peu toute mon expérience au sein de cette association pour qu'il y ait demain de plus en plus de skippers avec des différences sur les départs de course. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes. Et demain, j'espère qu'on aura de plus en plus aussi de personnes en situation de handicap sur les départs des transats. C'est très beau ce que tu dis du côté de permettre aux jeunes de se dire que c'est possible. Regardez, moi je l'ai fait, ça veut dire que vous allez y arriver. Comme tu disais, donc tu as été refusé sur ta première course, tu as pris très très bien ta revanche. Là, c'est magnifique ce que tu fais. Mais alors, justement, de se dire que je fais ça parce que j'ai envie de le faire, mais aussi parce que derrière moi, il y en a d'autres qui sont en situation de handicap et qui voudraient peut-être aussi se dire que c'est possible. Et en tout cas, de ne pas se mettre de limites de par leur handicap. C'est vraiment quelque chose qui te porte dès le début. Oui, mais finalement, comme tu dis, il y a deux aspects. Il y a le fait de transmettre une passion et de montrer que quand on veut arriver à quelque chose malgré nos handicaps, parce qu'on a tous au final un handicap même caché, et on peut y arriver. Voilà, il y a ça. Et puis deuxièmement, c'est vrai que dans mes débuts de course large, j'ai vraiment galéré. Ça a été le parcours du combattant, mais j'ai eu la chance d'être soutenu par énormément de personnes. Et puis je pense que j'avais aussi le caractère pour faire évoluer les choses, mais j'ai aussi conscience que il y a d'autres personnes avec d'autres types de handicap qui n'ont pas cette force de caractère et pour qui ce serait beaucoup moins facile. Donc essayer de faire le travail en amont. Voilà, j'ai ouvert une porte et je fais attention qu'elle ne se referme pas derrière moi pour les autres. Ouais. Donc ça c'est aussi important dans la démarche. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même l'impression d'être privilégié dans le sport que je fais, dans la manière dont j'ai de conduire ma carrière, avec les bons résultats que j'ai pu avoir et que j'espère que j'aurai encore demain. Mais voilà, donc ça parle, et je profite aussi de cette médiatisation pour passer un message tout simplement. Et je reçois souvent des messages de parents qui ont des enfants en situation de handicap, qui se posent beaucoup de questions. Et c'est sympa de pouvoir passer un message positif. Oui.
Et justement, tu as des retours de famille ou de jeunes qui se disent mais Damien, moi tu me fais rêver et grâce à toi j'ai compris que c'est possible. Ouais, ce type de retour, j'en ai souvent et ça fait extrêmement plaisir parce que, parce que ça donne aussi un sens à toute la carrière sportive. Voilà, je suis un compétiteur, c'est sûr, mais je suis aussi un homme avec une sensibilité particulière et quand des gens témoignent que mon parcours les a inspirés ou donne un espoir certain, bah, c'est sûr que ça fait plaisir, c'est le petit plus, quoi, c'est sûr. Alors est-ce que tu peux me dire si tu écoutes de la musique à bord? Si tu en écoutes, qu'est-ce que tu écoutes? Alors j'aime beaucoup écouter de la musique, mais j'ai un défaut, c'est que j'oublie toujours de l'enregistrer sur mon téléphone avant de partir. Donc là je compte bien sur Laurent pour reprendre que ce soit des podcasts ou de la bonne musique pour passer sur le bateau. Mais oui, alors après je suis amateur de vraiment tous les types de musique. Moi j'aime bien quand c'est mixé à bord du bateau, donc Ouais. voilà, que ce soit du rock ou même du jazz, ça peut être de la musique classique de temps en temps aussi. Enfin bon, Ouais. voilà, je vais pas dire bon public parce que il y a des types de musique que j'apprécie moins, mais en tout cas voilà, j'aime bien parce que ça change du bruit de la mer de temps en temps quand même. Ouais, ça ambiance un peu à bord, quoi. Ouais, surtout sur les IMOCA qui font quand même beaucoup de bruit, des fois c'est bien d'avoir un peu de musique. Et alors, est-ce que tu embarques un aliment qui te fait du bien? Un peu un aliment doudou, tu vois, un truc, tu sais que ça va te réconforter quand tu vas le manger, quoi. Ah mais il y a toujours les M&M's à bord, hein. Ah ouais. Je vois que ça te parle. Ouais, il y en a quelques paquets qui sont un peu planqués. Il y en a même dans le sac de survie, c'est pour te dire. Donc non, ça a son rôle à bord parce que ça se mange facilement. Et puis voilà, c'est la petite sucrerie plaisir, on va dire. Après, il y a d'autres petites choses. On embarque quand même quelques fruits et quelques légumes qui font du bien. Parce que le reste de la nourriture, c'est du lyophilisé, donc c'est pas tous les jours très bon. Voilà, mais au moins ça se mange et ça nous nourrit et ça nous amène l'énergie nécessaire. Et quand tu es en mer, tu vois, c'est pas tous les jours très très évident, c'est sûr et certain. Quand tu es dans une situation qui est parfois un peu stressante, oppressante, pour réussir à garder ton calme, tu vois, parce que comme tu as dit, hein, tu restes un humain, qui a des émotions, pour gérer la situation, est-ce que tu as quelque chose qui te permet de te recentrer? Oui, alors j'ai forcément développé des techniques comme ça parce que on est sur des bateaux aussi grands, aussi rapides et quand il y a tout qui commence à partir un petit peu en vrille, ça peut être vraiment stressant des fois et vraiment dangereux. Donc je pense que l'expérience joue énormément dans le type de décision qu'on est capable de prendre sur le moment. Après, je pense que je suis quelqu'un de raisonné, donc voilà, et j'ai appris à faire les bons choix en un temps limité. Je pense que c'est un peu la caractéristique de tous ceux qui font aussi de la course au large aujourd'hui avec une certaine expérience. Et voilà, alors ça s'est fait au fur et à mesure, bien sûr. Hein. Quand j'ai commencé, j'étais pas comme ça, j'étais peut-être un petit peu plus foufou sur le bateau. J'ai fait des erreurs et aujourd'hui, j'essaye de plus les répéter. Mais non, j'ai pas de. Après, ce serait difficile de décrire une technique particulière, mais en tout cas, c'est toujours avoir l'objectif de la sécurité avant tout. Qui est bien présente dans la tête parce que sinon on peut vite faire des bêtises qui ont des conséquences assez dramatiques. Et puis pas oublier que c'est un sport mécanique mais c'est aussi un jeu tout simplement. C'est-à-dire il y a des fois on peut casser une pièce mais on est capable de la réparer même si on perd du temps. Finalement on ne perd que du temps. Oui. C'est pas plus grave que ça. Et après, même si on doit abandonner une course, voilà, c'est une course et des fois ça passe pas. Voilà, moi j'ai cassé mon mât sur la dernière roue du Rhum, c'est la première fois que j'ai abandonné une transat. C'est sûr que ça m'a beaucoup peiné sur le coup, mais voilà, il a fallu passer à autre chose et rebondir derrière. Donc voilà, se dire aussi ça peut toujours être pire et il y a toujours pire à côté, ça permet aussi de relativiser les choses. Ouais. Et alors, est-ce que tu as un petit porte-bonheur là quand tu t'embarques en transat ou en course comme ça? Il y en a toujours un à bord qui est différent quasiment sur toutes les Atlantiques, c'est un petit cochon. Alors ça peut être une figurine, ça peut être une image, etc. Là, c'est une personne qui a tricoté un petit cochon qui est grand comme ça, là, en laine rose, qui est pendu au-dessus de la table à cartes. Donc voilà, ce sera le cochon de la Transat. Et maintenant, le public sait que c'est mon animal fétiche et que j'en ai toujours un. Donc sur le village, j'en reçois pas mal en fait. Et du coup, c'est difficile de choisir lequel va embarquer avec moi. Ouais, tu fais une sélection, un jury. Je suis obligé de faire un concours de cochonaille. Enfin bon, ça prend des jours et des jours avant le départ. Mais pourquoi le cochon particulièrement? Ah, c'est une très très longue histoire. C'est une très longue histoire. Je ne sais pas si je vais la raconter parce que sinon l'émission va être trop longue. Mais en tout cas, voilà. Je sais qu'avec Thibaut Vauchel qui est en Ocean 50, ça vient
ça vient du même moment, du même endroit, parce qu'on a vécu ensemble en Guadeloupe. Lui aussi, il a des petits cochons à bord. Et c'est notre animal fétiche à tous les deux. Donc voilà. À l'occasion, on fera une émission spéciale. Ah ouais, carrément. Faut trop faire ça. Merci beaucoup, Damien. Merci Lola. J'ai eu la chance de vivre le baptême de l'IMOCA de Damien, groupe Apicile. C'était super émouvant comme moment, la foule qui était là, c'était impressionnant. C'est sérieux quand même. Ça va et toi? Quel baptême!